Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial, aujourd'hui, Et si on parlait de sport vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football, avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire des supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes, les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps et à revivre les plus grands moments du football mondial. Et si on parlait de sport spécial Coupe du Monde, c'est maintenant. 1930, la naissance d'un mythe. Aujourd'hui, on remonte le temps, direction 1930 en Uruguay pour revivre la toute première Coupe du Monde de football, un événement fondateur, presque irréel à l'époque. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Saintin, qui est le président du district de football de Haute-Garonne. Bonjour Marco. Bonjour Laurent, merci pour cette invitation et cette très belle initiative. Alors 1930, Marc, on n'était pas encore là, ni toi ni moi, mais avant de rentrer dans le détail, une question simple. Est-ce qu'on peut dire quand même que 1930, c'est la naissance du football moderne ? Oui, clairement, c'est la première fois qu'on a organisé une compétition mondiale officielle entre plusieurs pays, avec bien évidemment la FIFA, la fameuse FIFA, qui est aujourd'hui peut-être l'un des États les plus riches au monde et les plus puissants au monde, et ce trophée Jules Rimet. Donc c'est un tournant vraiment historique. C'est le premier spectacle sportif qui est né d'envergure mondiale. Voilà, donc on le rappelle, à la fin des années 1920. Comment naît l'idée de cette Coupe du Monde ? C'est Jules Rimet avec sa fameuse coupe, donc on peut être fier quand même, président de la FIFA. Mais en 1928, il lance un petit peu cette idée d'une compétition, on va dire, mondiale, un petit peu différente, indépendante des Jeux Olympiques, où, je rappelle, les Jeux Olympiques, on était quand même sur un modèle très très amateur. Là, quand même, on commence à toucher, alors modestement, les prémices du côté pas professionnel, mais semi-professionnel. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la première compétition, d'envergure mondiale, hormis les Jeux Olympiques qu'on connaît. On notera quand même, sans vouloir être trop chauvin, qu'entre Jules Rimet et les Jeux Olympiques, la France est quand même aux commandes. Voilà, si on veut... Oui, c'est pas mal. Sur ça, on est premier. Voilà, sur ça, on est premier. Alors, justement, et pourquoi l'Uruguay ? En fin de compte, le football en Amérique du Sud déjà est quelque chose qui était à l'époque très 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 important. C'est une institution, le football en Amérique du Sud. Alors bien évidemment l'Uruguay et on verra d'autres pays. En Europe aussi ça jouait, en Angleterre bien évidemment, sans faire offense. Et après en Asie non, c'était quasiment, on jouait pas trop à part dans des rues, etc. Bien évidemment aussi c'est la meilleure nation à l'époque. Double champion olympique en 24 et 28, donc un lien avec les Jeux Olympiques. Et surtout, c'était un pays qui avait envie, alors politiquement ou autre, d'organiser cette première édition en Uruguay, tout simplement, et proposer aussi de financer les déplacements et de construire ce fameux stade mythique, le Centenario. Et oui, l'Uruguay, voilà, c'est à savoir pour les gens qui n'avaient pas cette mémoire du temps. L'Uruguay, première équipe championne du monde, mais tout n'est pas simple. Oui, les années 28, 29, 30, enfin bon, si on connaît un petit peu l'histoire, grosse crise économique avec ce fameux crash en 29. Le crash boursier, oui, en 1929. Exactement, voilà, donc très peu d'équipes européennes ont pu faire ce déplacement. Donc je crois que 4 ont pu, sur les 13 participants, 4 étaient européennes. Une compétition qui est encore artisanale. Aujourd'hui, une Coupe du Monde, c'est 32 équipes, bientôt 48, et en 1930
En 1930, on était à 13 équipes. Voilà, donc, alors principalement, comme on a dit, d'Amérique du Sud, par rapport au déplacement. En Uruguay, c'est sûr que c'est plus facile pour les pays locaux. Exactement, que ce soit Brésil et Argentine et d'autres. Et donc, 4 équipes européennes. Donc après, sur le format, bien évidemment, format très très simple, hein, vu le peu d'équipes. Donc, phase de groupe, demi-finale, puis finale. Mais bon, fallait quand même déjà l'organiser, quoi. Ouais, c'est efficace, c'est le premier truc. Alors, un moment historique, le premier match. La France. Incroyable, c'est la France qui rentre dans l'histoire avec une victoire en plus contre le Mexique. Et surtout, Lucien Laurent, pour ceux qui ne le savent pas, inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. Et aussi, il est français. Et oui, une victoire 4-1 contre le Mexique, tout à fait. Alors, des matchs spectaculaires, on imagine un football à l'époque très différent quand même. Oui, parce que on n'est pas sur le football aujourd'hui où on est en train de calculer la tactique, préserver un score. Non, là, c'était 70 buts en 18 matchs, quasiment 4 buts par match. Quoique aujourd'hui, maintenant, en Ligue des Champions, on a un peu ces scores aussi impressionnants où, je dirais, l'attaque est valorisée, quoi. Alors, tu parles de scores effectivement impressionnants quand même à l'époque. Il y avait du but, donc c'est spectaculaire. Oui, il y avait du but, c'est spectaculaire. Et puis, les gens, quand ils viennent voir un spectacle, c'est comme un match de basket. Plus il y a 2 points ou un match de rugby. Là, un match de foot, si c'est pour venir voir des 0-0, on vient une fois, 2 fois, et après, on va faire autre chose. Donc là, on a eu même une demi-finale entre l'Argentine et l'Uruguay. Ça s'est terminé à 6-1 pour l'Argentine. Et oui, et un nom qui ressort. C'est intéressant de ressortir ces noms sur cette première Coupe du Monde. Oui, le meilleur buteur de cette première Coupe du Monde, Guillermo Stabile. Donc, meilleur buteur avec 8 buts. Bon, je rappelle que le meilleur buteur est toujours français. Voilà, donc j'aime bien le rappeler, là aussi. Comme quoi, cette Coupe du Monde, entre le trophée, etc., elle a un accent vraiment français, malgré tout. Ouais, avec cette finale légendaire, c'est une affiche mythique, la finale. Oui, Uruguay-Argentine déjà. Voilà, 2 rivaux historiques. D'ailleurs, je me souviens encore il y a quelques années, les fameux matchs, alors en Copa América, mais aussi en Coupe du Monde, les Uruguayens contre les Argentins, c'est toujours des matchs très 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 tendus, parce que historiquement, des nations très fortes et surtout qui, dans le football, ne se supportent pas. Alors, 2 matchs de rivaux historiques avec un scénario complètement incroyable. Oui, en fin de compte, l'Argentine qui menait 2-1 à la mi-temps, et puis l'Uruguay de façon incroyable renverse tout et gagne 4-2. Donc là encore beaucoup de buts devant 68 000 spectateurs déjà à l'époque, ce qui est exceptionnel. Énorme. Exceptionnel. Ça veut dire que faut se rappeler à cette époque-là, 68 000 personnes, c'est du jamais vu. Il a fallu attendre même pas mal d'années pour arriver à de tels scores en termes de spectateurs. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Ah non, c'est pas évident, et donc c'est le premier champion du monde. C'est ça. Voilà, donc alors à domicile, et traditionnellement, c'est vrai que souvent on dit, quand on organise la Coupe du Monde à domicile, n'est-ce pas la France en 98, ou l'Italie aussi un petit peu plus tard, quelques années après l'Uruguay, on va dire que on est un petit peu avantagé normalement. Alors qu'est-ce que cette Coupe du Monde a changé si on parle d'héritage ? Je pense qu'elle a changé, je dirais, la façon de voir cette discipline, savoir le football, tout simplement, qui en a fait l'un des sports les plus populaires au monde. Il est vrai que les règles sont simples, déjà, pour jouer. Les moyens pour jouer sont très simples. On peut jouer partout au football. Donc ça a permis, cette première Coupe du Monde, de montrer une discipline accessible à tout le monde, quel que soit son continent. Voilà. Une compétition aussi, bien évidemment, régulière. Bien évidemment, une rivalité entre les pays, entre les nations, et aussi une dimension donc populaire énorme. Oui, on parle déjà d'un succès. Exactement. Après, moi je pense que ce succès est lié aussi à la naissance même en Amérique du Sud. Parce que, encore une fois, ce sont des peuples passionnés. Lorsqu'encore aujourd'hui, on voit des finales de Copa Libertadores, dans le championnat argentin. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir ces finales, mais même pas des finales, juste des matchs de championnat, j'allais dire, on peut voir ça à Marseille ou à Lens ou à Saint-Étienne. Je prends par rapport à des publics et des ambiances très importantes, ou un match de l'équipe de France sur une demi-finale, une finale de Coupe du Monde. Les ambiances là-bas, donc 500 000 déjà spectateurs, c'est
colossal. Au total, ouais. Oui. Et spectateurs, pas téléspectateurs, Spectateurs, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors et aujourd'hui? Aujourd'hui, en fin de compte, c'est, on le sait, alors on a les Jeux Olympiques, on a, les Français, on a le Tour de France, mais sincèrement, la Coupe du Monde, avec la finale aussi de la Ligue des Champions, le jour même, c'est l'événement sportif le plus suivi au monde. Et tout part de 1930, voilà. Et pourquoi cette Coupe du Monde de 1930 reste-t-elle unique? C'est la première. Elle est très simple en termes d'organisation, très amateur, même s'il y avait quand même beaucoup de monde et une organisation, je dirais, assez solide. Mais il n'y avait pas encore tout ce business, tous ces moyens et j'allais dire toute cette passion, pas que sur le terrain, mais autour du terrain. Donc c'est, je dirais, une première Coupe du Monde authentique, relativement simple. Un grand tournoi qu'on a organisé entre pays, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Et est-ce que finalement on peut dire que sans 1930, le football ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui? Je pense qu'il faut toujours un premier. Marseille a été la première équipe à gagner la Coupe d'Europe. Voilà, il faut toujours un premier. Donc, je pense que oui, c'est un acte fondateur. L'Uruguay a été le premier pays à l'organiser, à le gagner. Tant mieux. C'est devenu je dirais, un point de départ d'un rêve devenu universel et que tous les joueurs aujourd'hui rêvent de gagner, en définitive. Merci beaucoup Marc pour cet éclairage passionnant. On sent la passion du footballeur à travers tes propos et aussi de cette première Coupe du Monde qui a posé les bases d'un événement devenu aujourd'hui planétaire. Merci Laurent. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire du football, direction 1934 en France, pour une Coupe du Monde marquée par un contexte particulier et des moments forts. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, et si on parlait de sport ?